L'économie régénérative constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour l'avenir de nos sociétés et de notre planète. Au-delà des concepts théoriques, cette approche commence à prendre racine dans les territoires français. Elle est portée par des entrepreneurs et des entreprises engagées. Navi Raju, expert en innovation frugale et auteur de références sur l'économie Jugad, nous livre sa vision optimiste de cette transformation économique. Fort de son expérience de 13 années dans la Silicon Valley et de ses 2 années passées à parcourir la France, il nous dévoile comment l'économie régénérative s'épanouit déjà dans nos régions. L'enthousiasme de Navi est toujours aussi communicatif, mais son discours courageux et à l'abri des caricatures des deux bords sur la troisième voie mériterait qu'on l'écoute un peu plus. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, économie régénérative, une réalité des territoires français avec Navi Raju, auteur de L'économie frugale chez Pearson. Une économie frugale se base sur 3 piliers qui sont la coopération, la distribution et la régénération. Et donc la régénération, c'est la version avancée développement durable où les entreprises cherchent à faire mieux avec moins, c'est-à-dire créer un impact positif sur la société et l'environnement tout en minimisant leur empreinte carbone et leurs ressources. Une entreprise régénérative va au-delà d'une entreprise durable. Une entreprise durable cherche à réduire son empreinte carbone en décarbonant sa chaîne de valeur et en recyclant ses déchets, c'est-à-dire en appliquant les principes de l'économie circulaire. Une entreprise régénérative fait aussi ça, mais va au-delà et essaie en fait d'améliorer la santé et la vitalité des individus, des territoires et la planète de manière globale. Donc une entreprise régénérative, ce n'est pas un concept qui est en contradiction avec une entreprise durable, simplement c'est un concept qui va au-delà de la durabilité et cherche à faire plus de bien à la société et à la planète et non pas se contenter de faire moins de mal. On vient d'apprendre que la 7e limite planétaire vient de dépasser, ce qui est l'acidification des océans. Donc on peut s'imaginer que les limites planétaires, la crise climatique qui s'aggrave, est un facteur qui devrait nous prendre conscience de l'importance de changer de modèle. Mais je vais être je vais faire un peu de controverse en disant que personnellement, ce qui m'inquiète, ce n'est pas le climat, mais plutôt les inégalités grandissantes. Donc moi je dirais plutôt en France par exemple où on a quand même un taux de pauvreté qui excède 15% et on voit quand même qu'avec l'IA et les nouvelles technologies il y a quand même un besoin d'intégrer la population en fait active en les reformant dans des nouveaux métiers. Donc moi je dirais que la nouvelle urgence pour moi ce serait plutôt de réduire les inégalités parce que comme on l'a vu aux États-Unis, si on le fait pas, ben ça va aboutir à peut-être à la montée de l'extrême droite et un gouvernement peut-être en 2027 qui pourrait quelque part faire un grand bond en arrière et nous faire revenir en fait à une ère industrielle où tout est permis, c'est-à-dire qu'on va recommencer à polluer comme avant. Donc je pense que la grande priorité ce serait d'adresser les inégalités grandissantes en adoptant les 3 principes de l'économie frugale. Je pense que ces modèles s'appliquent aussi en Europe, particulièrement en France. Juste 2 exemples concrets. Decathlon a ouvert un magasin près de Saint-Malo qui essaie de régénérer la biodiversité locale. Concrètement, il crée un habitat naturel qui favorise le développement de la faune et de la flore endémique. Donc ça, c'est un exemple où les magasins peuvent devenir ce qu'on appelle les magasins comme nature, c'est-à-dire c'est une forme de biomimétisme où elle essaie de répliquer ce que la nature fait, c'est-à-dire offrir des services écosystémiques pour l'environnement en restaurant la biodiversité naturelle locale. Un deuxième exemple, c'est dans la Nièvre où 2 entrepreneurs ont fondé Losange, une entreprise qui essaie d'industrialiser le upcycling, c'est-à-dire recycler des vêtements usagés
en de nouveaux produits uniques pour des marques ou pour des chaînes. Et la Nièvre, il faut savoir que c'est un département qui est le moins dense en termes de démographie et qui est aussi confronté à des problèmes d'emploi. Donc, on voit aussi qu'on peut régénérer économiquement les territoires en allant directement dans les nouveaux modèles salutaires comme l'économie circulaire. Donc, à travers cet exemple, je voulais aussi montrer comment, en fait, la régénération se porte à la fois sur les individus en restaurant la dignité humaine, mais aussi régénérer les territoires économiquement et bien sûr régénérer la biodiversité. Donc c'est vraiment ce triptyque qui m'intéresse, que j'appelle la triple régénération, c'est-à-dire comment en France, les entreprises, les PME, les startups peuvent revitaliser simultanément les individus, les communautés et la planète. Je pense qu'il y a un risque de régénération washing, comme greenwashing, et la façon de l'éviter, ce serait de s'inspirer des entreprises comme Crédit Agricole, qui possède 39 caisses régionales, et ces 39 caisses régionales ont aujourd'hui un mandat de régénérer les territoires où ils sont présents, et donc il y a des KPI qui vont en fait mesurer comment les responsables, les managers de ces caisses régionales, concrètement contribuent à la revitalisation, à la régénération des individus. Ça peut être par exemple le bien-être, la santé des clients. C'est comment économiquement, socialement, on peut restaurer le tissu économique dans les territoires. Et puis bien sûr aussi avoir un impact positif sur la biodiversité naturelle locale. Donc ces 39 caisses régionales de Crédit Agricole ont aujourd'hui un mandat, donc c'est très explicite, qui se fonde sur justement les principes de la régénération. Donc je crois qu'on ne peut pas changer la donne à moins qu'on a des KPI qui sont explicites et qui vont inciter et motiver les responsables, non pas au niveau national, mais au niveau régional, de pouvoir œuvrer à la régénération de le territoire. Alors, il faut savoir que changer la conscience se fait graduellement. Je ne pense pas qu'il y ait une espèce de Big Bang qu'on peut effectuer en termes de changement de conscience. Je crois que la conscience évolue de façon incrémentale et c'est par la pratique qu'on va pouvoir faire changer les consciences. Par exemple, un des principes de l'économie frugale, qui est le partage de ressources. Donc, les entreprises peuvent commencer à partager les déchets. On appelle ça l'économie industrielle et territoriale. Ça se fait déjà beaucoup en France, dans des régions comme le Grand Est, ou en Moselle, par exemple, il y a un parc éco-industriel où une dizaine d'entreprises issues de différents secteurs valorisent ensemble les déchets tout en employant des personnes en difficulté. Donc ça, c'est un exemple où les entreprises commencent à partager les déchets. Et au fur et à mesure qu'ils commencent à partager les déchets, le locaux, peut-être le véhicule, ils vont gagner en confiance et se dire finalement, tiens, on peut commencer à partager des ressources intangibles comme les employés, par exemple, ou même la propriété intellectuelle. Donc je dirais que ce changement de conscience va se faire graduellement à travers des pratiques concrètes. Et moi, je suis un grand fan de apprendre en faisant. Donc, le changement de conscience va se faire en expérimentant des projets à petite échelle, avec moins de risques, comme le partage des déchets entre entreprises. Et puis, graduellement, peut-être dans 5-10 ans, les entreprises dans le territoire peuvent oser partager même l'employé ou la propriété intellectuelle, comme c'est déjà le cas dans des régions comme Pays de la Loire. Je pense qu'il y a un malentendu que la croissance n'est pas compatible avec la régénération, mais mon livre en fait offre une troisième voie, une voie du milieu entre deux extrêmes, qui est la décroissance et l'hypercroissance. Et j'ai vécu dans la Silicon Valley pendant 13 ans où on prône l'hypercroissance avec le technosolutionnisme. Et puis aujourd'hui, maintenant que j'habite en Europe et en France, je vois aussi une appétence pour cette notion de décroissance. Mais je crois que les deux concepts sont à la fois extrêmes et un peu délétères. Parce que clairement, l'hypercroissance, ça on le comprend pourquoi c'est délétère. Mais la décroissance, c'est totalement injuste
par exemple, si on regarde des pays comme l'Inde, il faut encore améliorer le niveau de vie de 1 milliard d'habitants. On ne peut pas prôner la décroissance pour les pays du Sud. Mais oublions l'Inde. Regardons même en France, il y a quand même beaucoup de territoires qui sont délaissés, par exemple à cause de la déindustrialisation, qu'il faut donc régénérer économiquement. Donc ce qu'il faut, c'est pas de dire que la croissance elle est mauvaise, c'est juste que la croissance elle n'est pas distribuée. C'est pour ça que le deuxième pilier de l'économie frugale, que j'appelle la distribution, c'est pas la redistribution, c'est-à-dire que je pompe de l'argent des riches et je l'offre aux pauvres, mais c'est pas ça, c'est la redistribution, c'est-à-dire que quelqu'un crée la richesse et ensuite l'État redistribue ça aux personnes défavorisées. Moi, je crois à une économie distribuée où finalement tout le monde est en capacité, comme on dit en anglais, empowered, pour justement contribuer à la croissance économique et ensuite partager les fruits de cette croissance aussi, mais cette croissance doit se faire équitablement au niveau des territoires. Donc moi, je suis plutôt un grand fan d'une croissance distribuée où tous les territoires ont en fait les moyens, les capacités de pouvoir contribuer à une croissance nationale, de sorte qu'on n'a pas une France à deux vitesses, c'est-à-dire une France avec peut-être les villes qui vont embrasser les nouvelles technologies comme l'IA et l'industrie verte et continuer de croître et continuer à attirer de plus en plus de talents. Et puis, une France un peu délaissée, les zones périurbaines, les milieux ruraux, qui finalement ont du mal à avancer économiquement et socialement. Et c'est là, je pense, que la croissance distribuée est pour moi l'antidote à la morosité ambiante, où les gens se sentent impuissants. Et je crois qu'il faut plutôt penser à comment, en capacité, empower les territoires économiquement et l'entreprise régénérative va en fait s'atteler à cette tâche de créer des opportunités. Je suis peut-être américain, mais je crois à cette notion d'opportunité. Je pense que chaque crise peut être transformée en opportunité et ça incombe aux entreprises régénératives de pouvoir créer des opportunités comme la Crédit Agricole le fait ou Saint-Gobain le fait actuellement avec qui je travaille en créant des centaines d'opportunités dans les territoires. Je ne crois pas que la taxe Zuckman va résoudre les problèmes parce que, comme j'expliquais il y a quelques secondes, je pense que la notion de redistribution, en fait, n'est pas la bonne solution dans un pays comme la France, où finalement on va pomper les gens qui bossent dur et puis on va donner aux gens finalement qui, quelques-uns, ne bossent même pas. Je sais que c'est un peu controversé ce que je dis, mais moi je crois qu'au contraire, il faut une économie distribuée qui va créer plus d'opportunités à tout le monde en les reformant par exemple. Et moi, je suis un grand fan de cette notion que les villes qui ont été déindustrialisées, on le voit aux États-Unis, ont peut-être une chance d'être ce qu'on appelle la conversion professionnelle pour justement développer des filières dans le domaine de l'énergie renouvelable, l'agriculture régénérative, etc. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir, comme on dit en anglais, uplifter, c'est-à-dire élever le niveau de vie et surtout au niveau de conscience de tous les Français, de sorte que finalement on ne se retrouve pas dans une France un peu élitiste où il y a une poignée de personnes qui en fait s'accaparent de nouvelles technologies pour faire avancer l'économie, mais qui finalement une économie qui ne va pas profiter à tout le monde. Donc non, moi je suis pas un grand fan de taxe Zuckman. Moi je crois que plutôt il faut des incitatifs pour justement aider les territoires à se prendre en main et pouvoir se développer de manière autonome. Alors, la notion d'abondance prend ses galons aux États-Unis, y compris même les démocrates en Californie l'ont embrassé. Il faut juste clarifier un point, c'est que ce que les démocrates américains appellent l'abondance. Alors, il faut savoir que la notion d'abondance vient de Peter Diamandis, le fondateur de Singularity University dans la Silicon Valley. L'idée, c'est qu'effectivement, il y a plus de rareté dans le monde parce que grâce aux technologies, on va pouvoir créer une société d'abondance. Moi, j'y crois pas à ça. Par contre, la notion d'abondance telle que prônée par les démocrates américains ont du mérite parce que ce qu'ils essaient d'expliquer, c'est qu'il faut une abondance, c'est-à-dire un accès aux soins de santé ou à un logement ou peut-être des infrastructures qui sont décentes, qui puissent justement profiter, par exemple, les zones rurales. Donc l'idée, c'est ne pas dire on va créer l'abondance pour l'abondance, mais plutôt donner accès à cette abondance et une abondance
l'abondance, c'est pas avoir 2 maisons, mais avoir au moins une maison qu'on peut pouvoir acheter, avoir accès à des soins de santé de qualité. Donc, c'est vraiment comment créer un sentiment d'abondance en termes de dignité, de sorte que tous les Américains puissent justement avoir accès à un minimum de confort de vie. Parce que c'est pas le cas actuellement, parce qu'il y a 160 millions d'Américains aux États-Unis qui ont des difficultés financières, et donc moi je crois que la notion d'abondance telle que interprétée aux États-Unis, c'est très différente de la façon dont on comprend en Europe. Et moi je pense que l'abondance est vitale pour justement surmonter les divisions sociales qui commencent à se creuser de plus en plus aux États-Unis. Je suis un Européen convaincu et je pense que Europe recèle beaucoup de pépites de start-up, des entreprises en fait, qui sont déjà engagées fortement dans la voie de régénération. Et ce qu'il faut savoir, Yann, c'est que, et ça on le réalise pas, c'est qu'il y a aussi beaucoup de greenwashing. On parle de greenwashing, mais le plus grand danger, j'ai toujours dit en Europe, c'est quand on est trop modeste, on a trop peur de se vanter. En anglais, on appelle ça talk the walk. Si vous faites quelque chose de bien, il faut oser le partager, comme on le fait actuellement dans cette vidéo. Et ce que moi j'ai découvert depuis 5 ans que je suis revenu aux États-Unis en Europe, c'est qu'il y a plein d'initiatives au sein de l'Europe, aux pays nordiques, aux Pays-Bas, aux Belgique ou bien sûr ici en France aussi, ou même en Angleterre, où justement il y a, on peut pas dire la majorité, mais plus de 40% des entreprises qui sont déjà engagées dans cette voie de régénération. Et on est en train de construire des économies frugales, non pas au niveau national, mais au niveau des territoires, comme par exemple Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie, qui sont très bien engagés dans cette voie de sobriété. Donc moi je dirais que l'Europe, pour moi, inspire beaucoup d'optimisme, à condition qu'on commence à mettre en valeur, particulièrement peut-être dans les médias, les bonnes nouvelles, les success stories, qui ont lieu dans les territoires. Et c'est pour ça que je suis très fier d'annoncer que je vais collaborer avec le magazine Oui Demain, qui va, à travers 140 récits, mettre en valeur des super projets de régénération qui ont lieu dans les territoires. Et c'est un hors-série qui sort en octobre 2025. Je vous invite à le lire pour vous inspirer et surtout montrer aussi que comment la France peut devenir un peu le modèle, le role model, comme on appelle, la référence pour le Ouest de l'Europe, pour justement déclencher cette bascule, cette bifurcation vers une économie régénérative. Alors, je suis très fier d'annoncer qu'en France, 12 ans après la sortie de mon premier livre, L'innovation Djugad, ça y est, l'esprit Djugad, l'esprit MacGyver, comme on peut appeler comme ça, est totalement intégré dans les entreprises, non seulement les grands groupes, mais aussi les ETI. Un exemple concret, dans 2 semaines, je vais faire une intervention pour une entreprise qui s'appelle Aramis, qui en fait reconditionne les voitures usagées et les revend. Et il m'avait donné 2 exemples de l'esprit Djugad où, par exemple, ils ont commencé à utiliser l'impression 3D pour développer en interne des produits d'accessoires pour les voitures qui sont reconditionnés au lieu de les acheter. Et ils trouvent que c'est une solution ingénieuse et frugale. Deuxième exemple chez eux, c'est qu'ils ont utilisé l'IA en interne en juste 2 heures avec les informaticiens internes pour développer une appli qui permet aux usagers de faire une recherche de voitures en fonction de la mensualité qu'ils sont prêts à payer. Et c'était une fonctionnalité qu'ils pensaient qu'ils allaient prendre des semaines à développer. Et puis avec l'IA, ils le développent en interne en juste quelques heures. Donc ces 2 exemples montrent en fait qu'il y a de plus en plus d'entreprises en France qui s'inspirent de l'esprit Djugad pour développer des solutions simples et efficaces avec les moyens de bord. Et je pense qu'avec la crise de la dette publique en France, mon souhait, c'est que dans le gouvernement aussi, on commence à pratiquer le Djugad pour faire mieux avec moi.
Moi, je suis très optimiste de l'avenir de l'économie régénérative et surtout l'économie frugale parce que j'ai passé 2 ans à sillonner la France et j'ai vu que dans les territoires, cette économie frugale est déjà une réalité. Et donc, si vous êtes parisien, je vous encourage de sortir de Paris et faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire peut-être passer 3-4 mois dans les territoires pour vous inspirer parce que c'est là justement que la régénération de la France, oublions l'économie régénérative, parce que la régénération de la France elle-même passe par les territoires. Et donc, je vous invite à sortir de la région parisienne et aller vivre dans les territoires pendant un moment. Et là, vous allez découvrir comment l'économie régénérative est une vraie réalité et ça va beaucoup vous enthousiasmer. En conclusion de cet entretien, l'économie régénérative est certainement un modèle d'avenir. Cette interview révèle une réalité encourageante. L'économie régénérative prend racine dans nos territoires, de la Nièvre à Saint-Malo. Des entreprises innovent pour régénérer individus, communautés et environnement, pour reprendre les termes de Navi. Son approche privilégie une croissance distribuée plutôt qu'une redistribution, offrant une perspective pragmatique pour réduire les inégalités. Son optimisme, forgé par l'immersion territoriale, nous invite à regarder au-delà des métropoles pour découvrir les initiatives qui décident notre avenir économique. L'économie régénérative apparaît comme une réponse concrète aux défis contemporains, un message d'espoir qui nous encourage à repenser croissance et développement, et disons-le tout de go, un message d'optimisme dont nous avons bien besoin aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.